Formidable, merci beaucoup Christophe et merci pour cette invitation. Alors en fait aujourd'hui je vais moins vous parler de ce qu'on sait, mais de pourquoi on n'en sait pas grand-chose en fait finalement sur votre histoire. La première fois qu'on m'a demandé de parler en fait de l'histoire infirmière en psychiatrie, c'était il y a 2 ans, c'est Christophe à ma gauche. Et là, en dépit du fait que, étant qualifiée par Isabelle von Butisloven, que peut-être certains d'entre vous connaissent puisqu'elle est lyonnaise et qu'elle est donc historienne de la psychiatrie, comme étant moi-même d'une nouvelle génération d'historiens de la psychiatrie et de la médecine francophone, carrément, dans la bouche d'Isabelle, donc faisant partie de cette soi-disant nouvelle génération qui serait sortie d'un paradigme uniquement médical et notamment de l'ombre de Michel Foucault. Malgré tout, force était de constater que, en fait, face à cette demande, j'avais pas grand-chose à dire puisque finalement, c'était même carrément un impensé chez moi. J'étais même prisonnière de certains attendus et partis pris. Je m'étais jamais rendu compte que je m'étais pratiquement jamais préoccupée de l'histoire des infirmiers, que c'était même un acteur que j'avais complètement laissé de côté. Mais que j'étais finalement assez représentative. Et ça pose précisément un certain nombre de questions sur la discipline historique, et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Je vais vous parler de pourquoi, à mon sens, c'est le sens de cet exposé, il y a très peu de recherche en histoire, c'est donc presque un plaidoyer que je vais faire aujourd'hui devant vous, en faveur de l'histoire infirmière. Histoire au sens des historiens professionnels, donc ceux qui sont chargés de dire la grande histoire, qui officient dans les facultés d'histoire ou dans les facultés de médecine, comme c'est mon cas, et pas l'histoire écrite peut-être du point de vue vous-même, puisque il y a beaucoup d'histoires infirmières qui a été écrite par les infirmiers et infirmières eux-mêmes, mais elle passe très peu du côté de l'histoire académique. C'est précisément un enjeu presque épistémologique. Donc mon exposé sera en 3 temps. Donc dans le premier temps, j'essaierai d'expliquer pourquoi l'histoire infirmière est quasi absente de l'écriture actuelle de la grande histoire de la psychiatrie. C'est un constat qui ne vaut pas que pour la France, c'est un constat quasi mondial sur ces questions. Dans un deuxième temps, je montrerai aussi comment, même quand les infirmiers apparaissent aux marges de la grande histoire, il y a un regard qui est assez déterminé, on a des clichés, on a des stéréotypes et on raconte un petit peu toujours la même chose. C'était d'ailleurs un schéma qui est un petit peu repris aussi du point de vue de l'histoire internaliste. Il y a des attendus et on jette un regard assez stéréotypique en fait sur l'histoire infirmière, en psychiatrie et pas seulement d'ailleurs. Et enfin, en dernière partie, j'essaierai de vous montrer des pistes, des choses qui, à mon sens, devraient être faites. Alors, c'est pas exhaustif du tout, c'est un appel, des choses qui sont en train d'être à l'ébauche, qui, m'en semble-t-il, sont absolument cruciales, puisque l'histoire du passé infirmier, c'est pas seulement un enjeu scientifique, c'est pas juste un enjeu d'universitaires sclérosés dans leur tour d'ivoire, c'est peut-être et surtout un enjeu politique, aujourd'hui, un outil mémorial qui est crucial, me semble-t-il, pour la construction future de la profession, et notamment ici en France, qui, de ce point de vue-là, est particulièrement, je dirais, tout de même, sur le regard qu'elle porte sur sa propre histoire, assez, rigide, on va dire ça comme ça. Voilà. Puisque, malheureusement, puisqu'on est en période d'examen, je ne pourrai pas rester avec vous. J'en profite aussi tout de suite, peut-être pas pour faire de la publicité, mais puisqu'il s'agit ici de promouvoir la recherche en soins en psychiatrie, de dire que si ces sujets vous intéressent, il est possible, et d'ailleurs il est possible dans le cadre d'une faculté de médecine, de faire des travaux là-dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Et plus important peut-être encore, sur la question des sources, puisque qui dit histoire dit capacité à pouvoir l'écrire, donc qui dit archives dit données, et il y en a peu. On est dans une perte de patrimoine en fait. Du côté de la recherche infirmière, il est difficile aussi d'écrire cette histoire parce qu'il y a peu de sources. Si vous en avez, et je vais vous expliquer de quel type de sources je parle, n'hésitez pas également à nous contacter si vous voyez qu'il y a des sources qui sont en péril et qui mettent en jeu cette mémoire qui est la vôtre. Alors, sans plus tarder, mais où est donc l'histoire infirmière chez les historiens ? Principalement l'histoire de la psychiatrie, et ça marcherait aussi en grosso modo pour la médecine en général, mais là je vais me centrer sur la psychiatrie. C'est fait autour de 3 acteurs, c'est 3 points de vue, 3 regards qu'on a lancés. Premier acteur qu'on a mis au centre, c'est le médecin. Deuxième acteur sont les institutions, et le troisième acteur sont les usagers, et en particulier surtout les patients. Alors pendant très longtemps, et puis ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais l'histoire de la psychiatrie qui a été faite a surtout été écrite par des médecins et des gens qui s'intéressaient à retracer aussi, d'ailleurs parce que la psychiatrie est beaucoup attaquée là-dessus,
à établir les fondements théoriques de ce que serait la science psychiatrique. Donc c'est une histoire très théorique, très théoricienne qui a longtemps été écrite de la psychiatrie. Et dans cette histoire, et pour cette histoire, on a mobilisé essentiellement des sources médicales, d'ailleurs beaucoup des livres surtout. Je vous ai donné derrière des bons exemples de cette histoire. On est aussi dans des histoires avec des grands dons de médecins, des grands théoriciens. Donc un exemple, parce que lui, il y a 2500 livres qui ont dû être écrits sur lui. Pas de bol, en l'occurrence, c'est pas un psychiatre, c'est un neurologue, bon déjà, voilà. Mais Charcot, par exemple, vous avez je sais pas combien de thèses qui ont été écrites sur Charcot, qui continueront d'être écrites sur Charcot, de tous les côtés de l'Atlantique jusqu'au Japon. Voilà. Sur cette histoire-là, on parle de médecins, on parle des théoriciens de la psychiatrie, on parle de psychiatres, il n'y a donc pas d'infirmiers. Une autre manière de poser et de penser l'histoire psychiatrique, alors j'ai pas besoin ici, je pense que tout le monde connaît Michel Foucault, c'est de dire, contrairement à ce que la psychiatrie pense et croit être, elle n'est pas une science, en tout cas si elle est une science, elle est un biopouvoir. Et de reprendre finalement cette histoire centrée autour des médecins, mais pour la retourner en quelque sorte à l'envers et de montrer que c'est moins des questions de savoir qui se posent que des questions de pouvoir, et que le discours psychiatrique et la science psychiatrique, c'est surtout de l'emprise sur les corps. Donc on a toute cette veine qui a été faite à la suite de Michel Foucault dans cette lignée de voir la psychiatrie comme un pouvoir, mais qui est centrée là aussi principalement sur les sources médicales et sur la figure du médecin qui est juste revisité plutôt qu'être un grand découvreur théoricien. Il est maquillé et il est vu autrement. Aussi, dans cette veine, on peut compter tous les travaux autour de l'histoire du genre qui sont surtout faits du côté plus anglophone sur la question des médecins étant essentiellement des hommes, des paradigmes qui sont surtout masculins et donc une emprise particulière sur le corps féminin. Mais là encore, si les infirmiers et infirmières apparaissent dans ce discours, c'est comme des exécutants finalement de théories dont ils ne sont pas les auteurs, donc ils ne sont que très marginaux dans ces histoires. La question du pouvoir a amené à s'interroger un petit peu après aussi sur la question de l'institution. Donc, puisque si on arrête de se focaliser uniquement sur les théories, si on va vers la pratique, on s'est beaucoup concentré, ça a donné naissance aussi beaucoup cette histoire un peu foucaldienne à la question institutionnelle. Derrière ça, il y a aussi Erving Goffman, son livre fameux Asile, qui était paru d'ailleurs en même temps, la même année que l'histoire de la folie à l'âge classique, sur l'institution un peu comme le nœud où se fait cette liaison entre le savoir et le pouvoir. Il y a notamment du côté, pour le coup, britannique, puisqu'il y a un très grand pourvoyeur d'argent qui est le Wellcome, des centaines, voire des milliers de monographies qui ont été faites sur des institutions par des historiens. Je vous en ai donné un certain nombre derrière. Enfin, il y en a vraiment beaucoup de travaux qui ont été faits dans cette veine. Alors, quand on se concentre sur l'institution, on parle des infirmiers, mais ils ne sont que des rouages, c'est d'ailleurs souvent le terme qui est employé, le terme de rouage, des éléments d'une institution. Ce ne sont pas le cœur du regard des historiens, n'est pas sur eux, il est focalisé vraiment sur l'institution comme un creuset, un miroir, et l'infirmier ou l'infirmière n'apparaît là aussi que comme un élément. Enfin, dernier regard qui a été posé sur l'histoire, qui est beaucoup plus récent, qui date d'un célèbre article d'un Britannique, Roy Porter, qui date d'une trentaine d'années, c'est la question du patient, puisque si on s'était beaucoup intéressé aux médecins, on s'est finalement très peu intéressé aux patients. Et il y a toute une ligne, et là j'en fais plus partie finalement, parce que je me suis beaucoup interrogée sur l'histoire des mouvements de patients. Les usagers, un petit peu en général, Suzuki, qui était le premier à travailler sur les familles, est un élève de Porter, donc ça c'est vraiment aussi une histoire très à la base anglophone. Mais là aussi, quand on a étudié Charcot, maintenant on s'est mis à étudier Augustine, que vous connaissez peut-être, la plus célèbre patiente hystérique, sans doute la plus célèbre du 19e. Mais alors, qui étaient les infirmiers qui soignaient Augustine ? Franchement, personne ne le sait. Personne ne s'est jamais intéressé à savoir qui était là-dedans. Voilà, là encore, dans cette histoire, l'infirmier ou l'infirmière n'est pas dans l'équation. On est sur un duo, on n'est pas sur un trio. Alors, comme je vous l'ai dit, voilà, ça, ce sont les historiens universitaires, c'est principalement ça qu'on a fait. Quelques-unes se sont intéressées à la question d'infirmiers qu'on a qualifié de récits alternatifs. J'étais invitée en 2014 à une conférence à Birkbeck à Londres où il s'agissait des récits alternatifs de la psychiatrie dans lesquels on avait rangé les infirmiers. Donc, ce sont
des acteurs alternatifs, bon, c'est assez étonnant. Et les quelques livres qui ont été écrits, c'est surtout sur la question de la professionnalisation. Et la plupart sont des infirmiers qui sont devenus historiens. Je vais prendre un exemple. Je sais que tous et toutes parmi vous, vous connaissez Marcel Jaeger, qui est un grand nom de votre discipline. Quand Robert Castel est décédé, donc Robert Castel, auteur de l'ordre psychiatrique, j'ai été interviewée, on m'a demandé de participer à un panel d'historiens sur la legacy, donc l'héritage de Robert Castel. J'ai parlé de Marcel Jaeger, j'ai dit qu'il y avait une grosse remise en cause, et notamment qu'il n'y avait pas les infirmiers chez Castel. Personne dans la salle n'avait jamais entendu parler de Marcel Jaeger. Aucun historien n'a jamais cité Marcel Jaeger. Il est absolument totalement inconnu chez les historiens universitaires. Donc c'est un champ qui est quasi intégralement à décrypter et qui est très peu touché par les historiens universitaires. Ce qui n'est pas sans conséquences immédiates sont les historiens qui sont chargés, par exemple, de donner le cours de première année d'introduction historique, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, aux étudiants de médecine. Nous ne parlons pas des infirmiers dans le cadre de ce cours. Et mea culpa, ce fut aussi mon cas. Donc, on en parle très peu. Aux marges, aux franges, vous êtes alternatif dans l'histoire de la psychiatrie, et quand on en parle, le regard est aussi extrêmement orienté, le regard est bipartite, le regard est un petit peu une histoire, et c'est là repris, y compris d'ailleurs dans les histoires écrites dans les institutions par la profession elle-même. Une histoire en deux parties, une histoire un petit peu en progrès, où on passerait d'un infirmier qui en fait était un gardien, le gardien de fou, vers un infirmier professionnalisé qui serait l'infirmier actuel. C'est une histoire qui se pense en deux temps, parce que derrière cette histoire, il y a l'idée de avant, il y avait l'asile, et après, il n'y a plus l'asile. Donc du temps de l'asile, il y a les gardiens, et après l'asile, ou en tout cas pour permettre un changement de paradigme post-asilaire et une désinstitutionnalisation, il faut changer tout, et on passe donc les infirmiers aussi, et on passe du gardien vers l'infirmier. Donc, effectivement, quand vous regardez les histoires et les quelques livres d'histoire qui parlent des infirmiers, c'est essentiellement centré sur cette thématique de la professionnalisation et de comment on en est passé à des simples gardiens, finalement, puisque c'était le terme qui était utilisé, à petit, en fait, une profession qui était centrée sur le soin. Et de la même façon qu'on pense l'asile comme étant le tout noir, etc., forcément un espace de réclusion, d'internement, etc., dans le cadre asilaire, on pense le gardien, ancien infirmier, comme le donneur de baffe, celui qui se pliait finalement au système, qui n'était qu'un rouage, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui, puisque c'était une institution essentiellement enfermante, qui ne visait pas le soin, qui visait au mieux le gardiennage, au pire le flicage, encore pire la maltraitance, là-dedans, n'étant qu'un rouage, le gardien était ce type de représentation. Il faut savoir que ces représentations qu'on a toujours aujourd'hui sont des représentations qu'on hérite d'ailleurs très largement du XIXe siècle, puisque c'est comme ça qu'on décrivait effectivement les infirmiers, y compris chez les journalistes, comme vous pouvez le voir derrière. On parlait donc pas d'infirmiers, même quand le terme est apparu, on disait ce ne sont que des surveillants, ce sont des gardiens, et quand on les insultait, on les appelait donneurs de beignes, garde-chourme et torche-cul. C'est les trois principaux qualificatifs qu'on retrouve dans les sources. Cette histoire asilaire, cette histoire des gardiens, grosso modo, pour vous dire, c'est très schématique ce que je suis en train de vous dire, mais on estime que c'est en gros depuis la fondation des asiles, milieu du 19e siècle, jusqu'aux années 1960, voilà, donc un siècle et demi suivant les pays, et que ça n'aurait pas beaucoup changé, en fait. Si vous regardez, il y a souvent des ellipses, on vous met un petit paragraphe qui fait de 100 à 150 années d'histoire, où on vous dit que dans le fond, le rôle de l'infirmier n'avait pas franchement changé, y compris dans les années 60. Et derrière moi, un célèbre reportage fait par un journaliste encore et un psychiatre. Vous avez l'infirmier en fond, dans l'image qui est donc pour vous en haut à gauche, oui, qui regarde. Alors bon, là, il n'est pas en train d'être maltraitant, mais juste, il est derrière en train de fumer sa cigarette, et c'est juste un gardien surveillant, pas mieux.
Donc les histoires qui ont été faites, c'est surtout celle de la professionnalisation aussi, sans forcément se poser beaucoup la question de qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot. Ce n'est pas parce qu'on a professionnalisé les infirmiers, on parle beaucoup de Monsieur Bourneville, dans les années 1877, qui a été le premier en France. Il y avait, soit dit en passant, la France n'est absolument pas pionnière et de ce point de vue-là, mais enfin, si vous voulez une date française, la voici. Qu'est-ce que ça veut dire professionnaliser ? C'est pas forcément un gage, d'ailleurs. On a posé ça comme étant nécessairement un gage du progrès dans la profession psychiatrique. Professionnaliser pendant longtemps, c'était au contraire retirer du point de vue des médecins, encadrer mieux, autoriser moins de liberté, et principalement le infirmier ou infirmière était censé connaître des règles d'hygiène. Torche-cul. C'était ça, la professionnalisation infirmière jusque dans l'entre-deux-guerres. Il n'était certainement absolument pas du tout question que les infirmiers aient une quelconque voix au chapitre, qu'on leur apprenne une quelconque théorie, et alors encore moins qu'ils soient porteurs d'un quelconque savoir, ou qu'on formerait une science infirmière. Alors là, vraiment, Nightingale, on est très très loin de ça. Je vous ai mis un florilège de ce qui a pu se dire. Et ça, c'est à l'époque où on a justement rendu obligatoire le certificat d'aptitude infirmière. On est au début, on est à la belle époque. Il est bien question, dans les débats, lors de l'acceptation, notamment sur la scène parisienne, oui, il s'agit de former les infirmiers, mais les former à savoir mettre la camisole, être de fidèles, obéissants, comme vous l'avez vu, dociles, c'est le terme qu'on demande. Il n'est absolument pas question de leur apprendre une quelconque théorie. Ce n'est pas parce qu'on professionnalise, de quelle professionnalisation parle-t-on ? Ça n'est pas un regard qui est suffisant, en fait. De toute façon, sur l'histoire, on a peut-être pris un petit peu trop cette histoire de la professionnalisation comme étant la seule histoire qui peut se dire sur le rôle infirmier, que ce soit sous l'époque asilaire jusqu'à nos jours. Alors, dans ma dernière partie, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on n'a pas fait, ou quasiment pas fait, et qui, à mon sens, on devrait faire. Je vais vous parler de 3 pistes de recherche pour les études historiques qui me semblent cruciales. Il y en aurait d'autres, ce n'est pas une vocation historique exhaustive que je fais aujourd'hui. Je ne suis pas en train d'établir un programme, mais enfin, à toutes fins utiles. La première chose, me semble-t-il, c'est qu'il faudrait repenser, plus exactement recentrer la place infirmière dans l'histoire institutionnelle. Vous n'êtes pas des acteurs alternatifs, c'est assez absurde d'ailleurs quand j'y repense, le titre de ce colloque qui a été donné en 2014. Je pense qu'ici est infiniment plus heuristique, pour utiliser grands mots, d'utiliser Goffman que Foucault, finalement, qui est une histoire dans le fond extrêmement hiérarchique et qui est très franco-française en réalité. Dans Asile, vous n'avez pas que cette histoire d'institution totale, c'est ce que tout le monde a retenu, mais dans Asile, la deuxième partie, que visiblement peut-être personne n'a lu, je ne sais pas, Erving Goffman dit que l'institution totale, c'est le rêve, c'est l'idéal de l'institution, ça n'existe jamais. Déjà, ça n'existe jamais historiquement parlant, parce que derrière tous les grands discours des médecins psychiatres, je vais revenir à une réalité, à la belle époque, il y avait un médecin en moyenne pour 900 malades. Ça, c'est en 1900. Voilà, ça sont les chiffres français et britanniques. Il faut savoir, par exemple, qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans le plus gros asile de France, d'Europe et du monde, qui est donc en France, l'asile de Clermont-de-Loise, et qui était hôpital psychiatrique devenu à cette époque, 4444 malades, 2 médecins-chefs, une dizaine de médecins adjoints, etc. Qui s'occupe des 4444 malades ? Voilà. Aujourd'hui, alors... On m'a dit, alors moi je ne suis pas ici, d'ailleurs je m'interroge sur ces concours de qui a le plus gros asile, je ne ferai pas une interprétation psychanalytique, sachant que c'est un monsieur de sexe masculin qui m'a parlé de ça. Enfin, Clermont est toujours aujourd'hui le plus gros hôpital psychiatrique en termes de patients, pas loin de 2000, mais m'a-t-on dit, Vinati a plus de personnel. Bon. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais là encore, sur la question de l'alternativité du rôle, on peut s'interroger sur ces questions. Ce qui est clair dans les sources, c'est qu'en réalité, l'asile au quotidien, au minimum, les infirmiers sont un contre-pouvoir. Il y a pas seulement les infirmiers, d'ailleurs il y a les pharmaciens, il y a tout un ensemble, toute une architecture qui modifie considérablement le devenir des patients, la forme des institutions et la forme du pouvoir. Et les infirmiers ne sont pas qu'un rouage, ils sont une force constituante de l'évolution, éventuellement d'ailleurs une force majeure, noire ou blanche d'ailleurs. Il y a effectivement des donneurs de baffes, il y a des assassins aussi, mais il y a aussi des facteurs de changement et l'infirmier n'est pas juste un exécutant. Nous avons hérité de cette conception du 19e, il est une force intégrale, voire souvent plus puissante au sein de l'histoire institutionnelle d'hier jusqu'à aujourd'hui.
Il faut aussi repenser l'asile. Il n'y a pas un asile, il y a des asiles, il y a des devenirs extrêmement différents suivant les pays. Il y a des asiles ouverts, il y a des prises en charge dans la cité depuis le milieu du 19e siècle dans certains pays. Et de la même façon qu'il n'y a pas qu'un asile ou un hôpital psychiatrique, il y a des infirmiers et des rôles infirmiers. Je vous ai mis derrière un petit peu les 3 types de personnel infirmier qui existaient dans les périodes jusqu'aux années 60, 70, 70 pour les Belges et les Suisses qui sont dans la salle. Le recrutement s'effectuait alors avec des hommes musclés, c'est explicitement dit dans la plupart des carnets de recrutement, voire dans ces périodes, c'était les militaires qui se recasaient en infirmier psychiatrique. Vous aviez vraiment des filières, ce qui ne veut pas nécessairement dire d'ailleurs, il y avait aussi des techniques militaires qui ont finalement, et ça on ne sait rien, pratiquement rien là-dessus, des techniques de logistique, organisationnelle, même de mise en rang, qui ont été copiées dans certains pays, et depuis la marine en fait, jusque dans les... Je ne pourrais pas vous dire plus que ça parce qu'on n'en sait pas plus. La question des sœurs hospitalières, là aussi on est dans un pays laïque, on a beaucoup parlé de Bourneville, on est parti sur l'idée qu'on a hérité, et qui est en fait une image du 19e siècle, que nécessairement les sœurs hospitalières c'était pas bien, il fallait des infirmiers professionnels laïques, etc. On ne sait rien finalement sur ce qu'elles faisaient, comment est-ce qu'elles étaient formées. Je rappelle que jusque dans les années 70, 80, voire 90, dans certaines régions, les sœurs sont au cœur de l'institution, elles sont formées différemment. Que font-elles? Quelles sont leurs filières? Quelle est leur influence? On en sait très peu. On sait par exemple, donc c'est le cas dans ce livre de Isabelle von Bütikow-Sloven, pardon, c'est assez compliqué son nom, que, par exemple, dans le cas de la grande famine qui a touché les hôpitaux psychiatriques pendant la Seconde Guerre mondiale en France, l'occupation, les hôpitaux où les gens sont morts en bien moins grande quantité, ce sont les hôpitaux qui étaient sous direction religieuse, puisqu'il y avait des filières, des manières de faire, qui ont organisé, en fait, finalement, une résistance et d'autres savoirs aussi de gestion au quotidien, de gestion logistique, sur lesquels on sait finalement pas grand-chose, mais on sait que l'impact a été énorme, puisque dans un cas, les gens meurent, dans l'autre cas, ils ne meurent pas, ce qui est quand même assez étonnant. Et puis, il y a la question des infirmiers spécialisés. Comment étaient-ils formés? Quelles étaient les filières? Suivant les pays, ce n'est pas du tout les mêmes formateurs, ce ne sont pas les mêmes gens, pas forcément des médecins qui enseignent les infirmiers, ce sont des écoles parfois infirmières elles-mêmes. Qui étaient ces personnes? Quelles étaient-elles et quelles ont été leurs influences très concrètes et très pragmatiques? Ce n'est pas une histoire alternative dont il s'agit. Alors, ça me permet de faire la transition avec tout à l'heure, ce qu'on a dit, les pratiques qui ne se pensent pas. Effectivement, sur l'histoire des gestes infirmiers et des pratiques de soins, on n'en sait quasiment rien. À part donneur de baffes et de beignes, et torche-cul, on ne sait rien sur concrètement ce qu'ils faisaient au XIXe siècle et quels étaient les gestes infirmiers et quelles pouvaient être les pratiques de soins. Pourtant, là, il y a vraiment un chapitre entier qu'il faudrait utiliser, qu'il faudrait mettre à jour, qu'il faudrait investiguer sur vraiment les transmissions de savoir, les gestes au quotidien, les pratiques qui n'étaient pas juste des pratiques d'hygiène. On le sait, les sources le montrent. Moi, je l'ai vu dans certaines sources. On a des infirmiers qui sont les meilleurs, une certaine Madame Bobot, par exemple, à la Salpêtrière, qui a visiblement des carnets, qui transmet des choses. Il faut savoir aussi que ce sont des générations et des générations d'infirmiers. Souvent, les gens habitent à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. Je sais que parmi vous, parce que j'en connais certains, descendent de ces générations d'infirmiers. Il y a des transmissions qui se font de père en fils, de mère en fille. Lesquels? Quels étaient ces gestes? Quels sont-ils? Oui, c'est de l'invisible qu'il faudrait rendre visible. Oui, c'est délicat parce que les sources sont lacunaires, mais les sources existent. D'abord, les patients en parlent. Ça, c'est quelque chose qui a été très peu étudié. Mais les patients disent quel est le bon infirmier, quel est l'infirmier qu'ils aimeraient avoir, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on fasse, donc sur ce type de choses. Vous avez les manuels. Donc, les manuels ont généralement été écrits par les médecins. Donc c'est très orienté, mais vous avez l'anti-manuel, si je puis dire. Dans les manuels et les règlements, vous avez toujours aussi ce que l'infirmier ne doit pas faire. Il ne doit pas fraterniser avec les familles, il ne doit pas trop être gentil avec les patients, etc. Donc en fait, on sait par l'inverse ce que font les infirmiers et qu'ils ne devraient pas faire, mais qu'ils font quand même, qui est thérapeutique. On a des sources écrites par les infirmiers et infirmières, il y en a, j'ai été vérifiée, par exemple à l'AP-HP, il y a des sources, ça n'a jamais... Je sais parce qu'il y avait le scellé dessus, donc elle n'a pas été ouverte depuis qu'elles ont été déposées. Donc il y en a qui ont été constitués par notamment des responsables d'écoles et d'écoles infirmières qui ont quasi pas été ouverts. Et pourtant, là, il y a vraiment quelque chose à faire sur quel était le soin
et le propos éventuellement même presque scientifique que certains infirmiers et infirmières ont tenu, mais en tout cas, quels étaient les gestes thérapeutiques, quels sont-ils, et ce, dans une très longue histoire, puisque ces gestes ont été visiblement, pour certains, été hérités sur des centaines d'années, voire dans le cas, la photo que vous voyez derrière moi, à Geel, qui est une cité des fous particulière en Belgique, donc une prise en charge ouverte, une histoire tout à fait différente, je sais qu'il y a des amis belges dans la salle, de l'histoire asilaire. C'est sur des milliers d'années que les familles se sont transmis des savoirs. Donc là, il y a vraiment des sources entières qu'il faudrait exploiter. Il y a des films, il y a des photographies, on sait qu'il existe des carnets de notes, il y a de l'histoire orale. Donc cette bande dessinée, si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. C'est faite sur de l'histoire orale à partir de témoignages recueillis d'infirmiers. Mais cette histoire est élusive, elle est effectivement difficile à cerner, elle a été très peu faite. Si vous avez des carnets hérités de votre grand-mère, si vous avez des photos, si vous avez des notes de cours, très important les notes de cours, on a très peu de curriculum de syllabus, n'hésitez pas à nous contacter, parce que là-dessus, les historiens n'ont pratiquement rien fait. Enfin, et dernière chose, et ça je pense que c'est quand même peut-être, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, c'est peut-être la chose qui, aujourd'hui dans l'identité, puisqu'on a parlé tout à l'heure de science, donc nous les historiens, nous bottons en touche, nous utilisons le terme de savoir qui nous permet de ne pas avoir à nous préoccuper de la question de la vérité, même si nous utilisons aussi des termes d'agnotologie. Donc l'agnotologie, c'est l'épistémologie qui n'a pas été faite, et l'épistémologie aussi qui est effacée, oubliée, pas forcément fait exprès ou parfois franchement fait exprès, et c'est le cas des savoirs infirmiers. Alors je pense ici que vous connaissez absolument tous, mais s'il n'y en a qu'un que tout le monde connaît, c'est lui, Jean-Baptiste Pussin, le fameux gouverneur des fous de Bicêtre. N'oubliez pas que c'est pas pour rien qu'après c'est plus des gouverneurs des fous, hein, ça devient des concierges, ensuite ça devient des gardiens, puis des surveillants. Il y a toute une histoire, aussi du vocabulaire, on parle d'alternatifs, on parle de paramédical. Je pense que là, l'histoire est franchement très orientée. Je pense qu'il faut remettre la profession infirmière au centre et il faut parler de savoir, de construction, d'innovation et d'un rôle central dans l'évolution, y compris des savoirs. J'avais commencé par les psychiatres. Je vous ai dit que pour les psychiatres, donc, ils sont souvent accusés, vous connaissez l'adage, le chirurgien ne sait rien mais fait tout, le médecin sait tout mais ne fait rien, le psychiatre ne sait rien et ne fait rien. Donc bon, ça c'est la vieille blague habituelle. Les psychiatres, effectivement, se sont très focalisés sur l'aspect théorique de leur histoire, puisqu'ils sont précisément attaqués en permanence sur le fait que la psychiatrie n'est pas une science. Mais dans cette histoire qu'ils font, ils oublient toujours que dans la construction et l'évolution des savoirs, ils ne sont pas seuls. Pussin, c'est à la fois le plus connu, mais dans le livre qui en parle principalement, de Dora Weiner, le livre pourtant s'appelle Pinel, le psychiatre. Et pourtant, Pinel dit bien que c'est Pussin qui lui a donné la puce à l'oreille, très mauvais jeu de mots, mais quand même, je me permets. Un aller-retour, je pense pas, je suis pas en train de faire de la démagogie, je suis pas en train de dire que finalement le médecin ne fait rien du tout, finalement c'est l'infirmier qui a tout fait, c'est lui qui a tout révolutionné, finalement il faut renverser totalement le paradigme et remettre la psychiatrie dans les infirmiers et dire que tout le savoir psychiatrique vient des infirmiers, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire en revanche, c'est que dans la construction du savoir psychiatrique, on a complètement laissé de côté les autres auteurs qui y ont participé, les patients par exemple, qui sont parfois des auteurs de manuels, il faut le savoir, mais les infirmiers aussi. Les infirmiers dont, je rappelle, ils prennent les notes, les carnets de notes, sur lesquels très souvent le psychiatre, mais pas seulement le psychologue, c'est aussi la question des savoirs psy en général, le psychanalyste se base. Il y a Pussin, mais il y en a plein d'autres. Lesquels sont-ils ? Qui prenait les notes de tel ou tel médecin ? Par exemple, je sais pas, Lacan, qui ne prend pas lui-même, ne va pas voir aimer, en fait. Qui a pris ces notes ? Quelle est la personne ? La façon dont on prend en note, ce n'est pas n'importe laquelle. Mais inversement, dans les réunions aussi de comités dès les années 60, mais en fait depuis les années 1840, le savoir se construit aussi avec les infirmiers qui ne sont pas seulement des exécutants athéoriques. C'est bien pour ça que dans les manuels, on dit qu'ils ne sont pas censés en faire parce qu'ils en font. Laquelle font-ils et dans quel sens ? Où sont les carnets de notes ? Là encore, il faut y aller. Ça tombe bien, j'arrive en conclusion. Donc là sont un certain nombre de pistes que je voulais évoquer avec vous. Je pense que la recherche, elle se fait aussi à la rencontre avec les personnes. Je pense que surtout l'histoire, c'est pas juste une discipline académique et universitaire. Il y a des enjeux qui se posent bien au-delà de ça et qui se pensent aujourd'hui ici. C'est un enjeu de mémoire pour savoir où l'on va, il faut savoir
d'où l'on vient. C'est aussi un enjeu de savoir, parce qu'en réalité, comprendre réellement la discipline psychiatrique, c'est comprendre la polyphonie des voies qui constituent les savoirs psychiatriques, qu'ils soient dans le soin, mais qu'ils soient aussi dans la théorie. C'est pas seulement le soin. Là, Pussin, c'est un des co-auteurs finalement de la théorie morale, qui d'ailleurs fait un retour aujourd'hui, en réalité. C'est une histoire qui est spécialisée et c'est une histoire centrale. C'est une histoire spécialisée. Pourquoi j'utilise ce terme ? Parce que le vocabulaire sur paramédical, sur l'idée que les gardiens n'étaient qu'un rouage de l'institution, on en vient assez vite, si l'on veut prouver, et que l'on peut prouver avec la recherche historique, que non, ça n'était pas marginal, ça n'était pas alternatif, ça n'était pas à côté, c'était central dans la constitution des savoirs, à avoir un outil politique qui permet aussi de dire qu'on ne peut pas être polyvalent, puisque précisément il y a de la transmission de savoir qui est spécialisé, qui est spécialiste, avec une histoire particulière qu'il s'agit ici de défendre. Et je vais m'en arrêter là. Merci. Par exemple, Serpsy, on va traduire Gertrude Schwing, qui est la seule infirmière qui faisait partie du cercle de Vienne, qui a été traduite en italien dans toutes les langues, sauf en français. Il y a eu un mouvement d'infirmiers qui ont essayé de se réattribuer leur histoire, avec Jacques Juchet, Jean-Yves Audigou, Marcel Gégère, tout ça, et ils se sont fait attaquer par les historiens universitaires. Jacques Juchet avait fait l'erreur de dire qu'il y avait des écrits où Pussin apparaissait comme médecin des folles, et donc tous les universitaires lui sont tombés dessus en disant, notamment Goldstein, en disant que c'était n'importe quoi, qu'il n'y avait pas de valeur du tout à ces travaux. Mais il y a eu toute une génération d'infirmiers, en tout cas, qui ont fait ce travail-là. Oui, tout à fait. Il y en a, je les ai cités tout à l'heure, mais effectivement, comme je vous l'ai dit, ils sont peu cités. Pire que ça, moi je me suis rendu compte chez certains étudiants récents, cette expression de désordre psychiatrique, comme le titre du bouquin de Marcel Jäger, est repris aujourd'hui par... Bon, accessoirement, moi je l'ai reprise, mais en le citant, mais aujourd'hui vous trouverez des universitaires qui vont dire « Oui, on n'a jamais parlé du désordre psychiatrique », ils sont en train de reprendre l'expression en la sortant et en ne citant pas son auteur, je trouve quand même assez scandaleux. Voilà, maintenant, j'ose espérer, alors vous avez cité l'exemple de Jan Goldstein, qui est connu pour ne pas citer aussi ses propres collègues historiens, donc bon, là on est quand même dans un exemple qui soit dit en passant, avait elle-même des problèmes. Enfin, je ne vais pas entrer dans ces querelles d'historiens, mais par contre, au-delà de cette querelle particulière, de cette personne en particulier, Dora Weiner aussi, qui était tombée aussi sur un des infirmiers dans la salle en disant « Mais finalement, votre livre ne parle que de Pinel, mais en fait, il parle que de Pussin. Comment se fait-il que ça ne s'appelle pas Pussin, finalement ?» Là aussi, c'était fait recadrer. Au-delà de ça, des personnes qui peuvent être ce qu'elles sont dans diverses disciplines, dont la mienne, c'est surtout, me semble-t-il, le problème, c'est faire exister d'autres voies et les passeurs de savoir entre les disciplines. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pluridisciplinarité, d'interdisciplinarité. En réalité, les disciplines se parlent peu. Déjà, entre historiens et philosophes, on ne se parle pas beaucoup. Déjà, entre historiens nous-mêmes, l'antiquiste n'adresse très peu la parole aux contemporanéistes. On ne se croise pas, part à la cafétéria. Donc, les questions, effectivement, sont celles des forums où on peut entrer en communication. Il y a aussi un problème général, je dirais, d'un certain ethos de certains universitaires, où il s'agit de se parler que entre pairs, et où c'est même vulgaire que de populariser son savoir. C'est même des choses qu'on nous apprend à ne pas mettre dans nos CV. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et je pense qu'un savoir utile, c'est pas un gros mot, c'est même nécessaire, et il me semble qu'une histoire qui n'est pas une histoire, si c'est juste pour utiliser le passé en érudit, moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de réutiliser cette histoire pour montrer ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Il y a de l'inspiration dans ce qui s'est fait dans le passé. Et donc, pour en revenir à ce que vous dites, je pense qu'il y aurait à faire, peut-être, on a parlé d'un site internet tout à l'heure, des espaces collaboratifs également pour des transmissions de savoir, mais aussi pour tout ce qui est les sources et les archives, parce que les historiens ne savent pas forcément, sont pas, voilà. Mais tous les historiens ne sont pas comme ça. Je pense que vous connaissez aussi Hervé Guillemin, que j'ai cité à un moment, qui a aussi travaillé un tout petit peu récemment sur la profession infirmière, mais à partir des manuels. Je vous ai dit, les manuels, c'est un peu délicat puisque ce sont les médecins qui les ont écrits. Il n'y a pas que des universitaires fermés quand même, heureusement. Mais je sais, il y a eu tout un mouvement et qui a rencontré de très fortes résistances.
Les historiens sont aussi une corporation. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand Campussin apparaît, il y a la suppression des études médicales pendant la Révolution française, et comment ces quatre pouvoirs, l'histoire d'Esquirol, elle est passionnante. Entre le marquis de Sade, l'abbé de Coulmiers, il y a un truc qui se fabrique là, qui peut servir de modèle de représentation pour sortir à la fois de l'image que vous releviez, mais aussi dans un truc en articulation les uns avec les autres, avec des stratégies de pouvoir qui sont différentes. Et c'est vrai que si on part de cette base-là, on peut retrouver des tas de gardiens ou qui ont joué un rôle important. Tout à fait. Alors c'est vrai mais c'est ce que l'histoire aussi qu'écrivent Foucault, Cassel et compagnie était une histoire militante. Il s'agissait quand même de casser l'asile. Mais c'est vrai que le défaut de cette histoire, qui a beaucoup d'intérêt, c'est d'avoir un petit peu rigidifié. Et on a parlé du pouvoir psychiatrique, mais il y a toujours eu des psychiatres aussi. Il y a eu des asiles. Les psychiatres n'étaient pas tous d'accord avec eux, et donc ils n'étaient pas tous d'accord aussi sur la place et le rôle des infirmiers. Vous avez parlé d'Esquirol, il y a Royer-Collard, il y a Pinel. Plus tard, donc moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Bourneville, qui est en faveur des infirmiers. Bourneville est un type d'ultra-gauche, en fait, d'ailleurs, c'est un réformateur. Il y a d'autres psychiatres, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui décident de s'appeler psychiatres et pas aliénistes, qui sont avec des visées alternatives, qui ont d'autres vues et qui défendent d'autres points de vue. Et qui défendent d'ailleurs ce qu'on appellerait aujourd'hui de la psychiatrie liaison, des infirmiers qui vont à domicile. Sur ces infirmiers à domicile, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on ne sait quasiment rien. Il y avait des sociétés de convalescence. J'ai parlé de Gell. On ne sait pas grand-chose sur tous ces autres types de personnel. On sait aussi, Bourneville en tout cas moi je sais, j'ai vu dans les sources, qu'il y en a bien avant la profession de physiothérapeute, il y a des infirmiers qui font de la gymnastique, des mouvements de gymnastique avec leurs patients. Ça, moi, j'ai trouvé dans les sources, mais personne n'a travaillé dessus. Quels étaient ces mouvements de gymnastique? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà. Oui. Il y a aussi toute la littérature du 19e, comme Naudier, comme les gens qui ont été hospitalisés et qui décrivent certaines... Alors là, vous entrez dans ma thèse, qui est le point de vue des patients, ce que les patients eux-mêmes ont écrit sur les médecins et les infirmiers. Il y a effectivement toute une littérature. Je vous invite à lire mon futur livre. mais ça, oui, moi, j'ai très largement travaillé là-dessus. Ouais. Oui, juste une remarque par rapport à Campussin. Quand on n'a pas l'histoire, il reste la littérature. Et en fait, il y a un très très beau livre que je vous invite à lire de Marie Didier, qui est Les Nuits de Bicêtre. Alors évidemment, là, c'est un peu une fiction, mais une fiction qui est quand même, je pense, je ne sais pas si vous l'avez lu, les Nuits de Bicêtre, qui en tout cas montre un Jean-Baptiste Campussin qui au départ d'ailleurs est malade. C'est au bout d'un certain temps qu'il va s'occuper au fond de Bicêtre des aliénés. Et puis je voudrais juste dire une chose, c'est que le temps présent, c'est l'histoire de demain, et que votre demande là, quand on sait qu'aujourd'hui ma génération, notamment des infirmiers psychiatriques, va partir à la retraite, c'est peut-être le moment aussi à ces gens-là de se mettre un peu à écrire et à raconter ce qui s'est passé, parce que je pense que dans quelques années, ça sera de la richesse pour l'historien. Tout à fait, l'histoire orale, nous on est très preneurs aussi de constituer des corpus d'histoire orale sur toutes ces questions. Voilà, et puis je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je voulais juste aussi dire que revisiter l'histoire infirmière, ça je suis passée très vite, mais il n'y a pas que des histoires d'horreur, y compris dans l'histoire asilaire. On a parlé des filiations entre les infirmiers, il y a aussi les filiations cachées. J'en ai parlé un tout petit peu en parlant d'Emmanuel, mais il y a quand même beaucoup de médecins qui sont mariés avec des infirmières, donc il y a aussi cette filiation qui a été peu étudiée. Et puis il y a beaucoup de patients ou d'enfants de patients qui sont eux-mêmes devenus infirmiers, donc il y a toute une circulation, il y a aussi toute une économie et aussi des histoires d'amour, d'autres histoires à dire qui n'ont pas été dites et qui sont aussi des histoires de savoir. Voilà. Alors merci beaucoup Aude, et puis merci à...